Bonjour, je suis Chancela Tchala. Bienvenue dans cette nouvelle session de podcast basée sur l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite à vous tous excellent mois de juin. Et comme c'est le mois de l'indépendance de la République démocratique du Congo, je vous demande de demeurer dans la méditation et dans la concentration, question de trouver des issues, des sorties aux crises auxquelles notre pays fait face en ces moments précis. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, dans sa partie est, frontalier au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi, fait face aux atrocités depuis il y a 30 ans aujourd'hui, des atrocités qui sont voulues et commanditées par Paul Kagame et Kaguta Museveni, respectivement le président du Rwanda et le président de l'Ouganda. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une enquête de Forbidden Stories intitulée Rwanda Classified. Je vous conjure d'aller consulter sur YouTube, sur Google, sur n'importe quelle autre plateforme numérique pour retrouver les contenus de cette enquête-là que je suggère à tout le monde parce que d'habitude l'Occident ferme les yeux face aux atrocités que le Congolais vivent dans la partie est de la RDC. Mais aujourd'hui, ces mêmes médias qui ont battu une image ironique de Paul Kagame ont décidé de pouvoir révéler aux yeux du monde la face cachée de ces régimes sanguinaires, de ces régimes répressifs et de ces régimes qui ne respectent absolument pas le droit de l'homme dans son pays. Des milliers de journalistes ont été tués, certains ont été contraints d'aller en exil, d'autres sont jusque-là en prison au Rwanda. Il est temps que le monde ouvre grandement les yeux et que le monde s'oppose par exemple à l'accord qui lie le Rwanda à la Grande-Bretagne où le Rwanda devra accueillir dans les jours à venir des demandeurs d'asile, que le monde ouvre les yeux pour empêcher à ce que cet accord ne puisse être exécuté parce que le Rwanda n'est absolument pas un pays capable de pouvoir recevoir ces êtres humains qui méritent tout autant le respect que le monde entier de partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lecture avec toujours Holocauste au Congo où nous nous étions arrêtés la dernière fois. En disant que le gouvernement rwandais ne peut rien faire, Paul Kagame ne suggère-t-il pas en réalité qu'il ne vaut rien faire pour des réfugiés car il souhaite en aucun cas le retour d'un grand nombre de Hutus au Rwanda? Après avoir vidé le pays de ses groupes majoritaires de la population rwandaise, il est sûr d'avoir résolu pour son régime aux accents Tutsi très prononcés le problème numérique qui constitue cette population en tant que majorité électorale au Rwanda. Désormais, c'est la minorité Tutsi qui domine le Rwanda et Paul Kagame compte sur elle pour rester longtemps au pouvoir. En réalité, c'est le cas parce que, voilà, après avoir pour chasser les Hutus et les avoir exterminés pour certains et pour les autres le pousser en tout cas à s'exiler à l'est de la RDC, Kagame a réussi à se maintenir au pouvoir durant ces 30 dernières années, ainsi on doit les dire comme ça. Aujourd'hui, le monde pense que le Kagame, c'est celui qui a stoppé les génocides. C'est tout ce que les Occidentaux qui soutiennent le régime de Kagame ne cessent d'évoquer. Que non, Kagame a stoppé les génocides, mais en réalité, Kagame a été lui-même les protagonistes de ces génocides. Si Kagame n'avait pas cherché à neutraliser les pouvoirs composés de Hutus qui étaient en place avec le président Habyarimana, il n'aurait jamais eu de génocide. Mais Kagame a voulu ce qui est arrivé et Kagame a concocté de manière à ce que certains Tutsis se fassent massacrés parmi plusieurs Hutus en 94. Et aujourd'hui, à chaque fois que les gens essayent d'en parler, les mondes disent il ne faut pas contredire la version officielle. Ça a été génocide de telle catégorie de peuples. Et pourtant, nous savons qu'au départ, il y avait une affaire de 1 million de Tutsis au Rwanda. En 94, par exemple, 800 000 seraient exterminés ou tués selon Paul Kagame et son régime. On suppose qu'à l'heure actuelle, il ne reste que 200 000 Tutsis qui composent le Rwanda. Alors, d'où proviennent la majorité Tutsi qui est actuellement au Rwanda? Ils proviennent d'où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais comme le monde préfère la version commercialisée, marchandée, répandue par les régimes de Kagame, personne n'essaye de remettre en cause cette version pourtant montée de toutes pièces, avec conséquence les génocides qu'il y a aujourd'hui à l'est de la RDC, 10 millions de personnes tuées, 500 000 femmes violées, massacrées, éventrées, sans compter le nombre d'enfants qui se font recruter des forces pour intégrer les groupes armés financés par le Rwanda et l'Ouganda dans la partie est de la RDC.
Le message de Kagame à M. Anthony Lek est donc clair. Donnez-moi de moyens et je vous aiderai à résoudre le problème des réfugiés comme celui de Mobutu. Ces moyens, ce sont essentiellement de l'argent, des armes, des munitions et des matériels de guerre pour équiper l'APR prête à accomplir cette funeste tâche contre le Zaïre. Il se pose toutefois un problème concernant en particulier l'acquisition officielle d'armes et des matériels militaires par le nouveau régime de Kigali. En mai 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'embargo sur les armes à destination du Rwanda. L'agence du renseignement militaire américain DIA a reconnu dans son rapport interne du 18 juillet 1995 que malgré cet embargo, l'APR a continué de recevoir des armes légères, de l'artillerie et des munitions en provenance de l'Ouganda. La chercheuse américaine Helen Epstein, qui figure parmi les très rares scientifiques aux États-Unis à avoir travaillé sur l'action secrète de Washington sur ces dossiers, les confirmera. Au cours de cette période, les fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis à Kampala savaient que les armes traversaient la frontière et la CIA savait que la force militaire croissante des rebelles du FPR faisait augmenter les tensions ethniques au Rwanda à un point tel que des centaines de milliers de Rwandais étaient susceptibles de mourir du fait de la violence ethnique. Cependant, Washington a non seulement continué d'ignorer l'aide de l'Ouganda aux rebelles Tutsis, mais a surtout renforcé l'aide militaire de Museveni, le président ougandais. Les États-Unis savaient donc que Paul Kagame violait l'embargo sur les armes en plein génocide de 1994, ce qui n'a pourtant pas entraîné aucune sanction contre son mouvement. Mais quand c'était question de la RDC de 2008 à 2022, ils ont placé stratégiquement et systématiquement la RDC sous embargo, question d'empêcher à la RDC, pays agressé depuis toutes ces années par le Rwanda et l'Ouganda, de pouvoir s'acheter des armes capables pour se défendre. Et d'ailleurs, quand il était question d'acheter des armes, il fallait que la RDC notifie au Conseil de sécurité les différentes armes que la RDC souhaitait se procurer. Du coup, l'ONU avait le pouvoir de dire non ou oui à l'acquisition de certains matériels militaires dont la RDC avait nécessairement besoin. Vous savez, pendant que cette enquête des Forbidden Stories est publiée, je me pose la question par rapport à Emmanuel Macron qui a dit qu'il fera tout pour payer la dette de la France à l'égard du Rwanda. Est-ce que Macron, qui comprend, en tout cas parce que Macron c'est le président de la France, des médias français ont pris part à la réalisation de cette enquête des Forbidden Stories? Est-ce que Macron continue d'assumer le fait de continuer à utiliser la RDC pour payer une dette illusoire à l'égard du Rwanda, ou Macron va essayer de se ressaisir, de revenir en arrière et de repartir sur des bonnes bases avec le Rwanda et même avec la RDC? Ça, c'est la question que je me pose. D'ailleurs, je ferai une vidéo de 3 minutes sur TikTok pour faciliter le partage dans l'espoir que cette vidéo atteigne les médias français et même Emmanuel Macron. Je poursuis avec la lecture, très chers compatriotes. Rappelons ici que le problème des réfugiés rwandais au Zaïre s'est posé dès la prise du pouvoir par les FPR et que les discussions concernant le retour volontaire des réfugiés rwandais avaient commencé dès juillet 1994 entre le président du Rwanda et du Zaïre. Un accord tripartite avait même été signé le 24 octobre 1994 entre le premier ministre des deux pays, Faustin Twagiramungu pour le Rwanda et Kengo Wadondo pour le Zaïre, en partenariat avec le HCR qui était présent à l'époque par John McClain. Une délégation de la MINUAR, qui est comme MONUSCO mais pour le Rwanda, ou peut-être disons force onusienne pour le Rwanda, s'était rendu à Kinshasa du 28 au 31 décembre 1994 pour discuter avec les autorités zaïroises des modalités de ce retour.
Le gouvernement zaïrois fut prié à cette occasion de présenter un plan de nettoyage des camps afin de les débarrasser des miliciens ou des ex-phares qui empêcheraient, d'après certaines organisations humanitaires, les réfugiés de retourner au Rwanda. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, a soutenu cette idée, mais pas le gouvernement américain qui venait de recevoir Paul Kagame à Washington sur ces mêmes sujets. Au moment où ces discussions ont lieu, la chargée de la communication de Médecins sans frontières en Afrique de l'Est et centrale, Samantha Bolton, annonce que son organisation cesse toute activité dans des camps de Bukavu au Zaïre pour des raisons de sécurité. Manœuvre dilatoire. Dans une interview que cette dernière accorde à la journaliste belge pro-Kagame, Colette Brackman, Samantha Bolton déclare qu'il n'est plus possible de travailler à l'est du Zaïre car ce serait aider et assister les auteurs du génocide. Confusion volontaire ou pas. L'amalgame entre réfugiés et auteurs du génocide est ainsi fait, ce qui correspond à ce que dit déjà Paul Kagame lui-même, ainsi que certains Hutus responsables du gouvernement des États-Unis. Certains hauts responsables du gouvernement des États-Unis. L'option d'une offensive militaire brutale à l'est du Zaïre contre les camps des réfugiés se profile et le respect de leurs droits devient de plus en plus hypothétique. Sur le terrain, l'idée d'une force multinationale permanente permettant le retour volontaire des réfugiés fait tout de même son chemin. La dénomination de cette force est même trouvée. MINUARAS, en tout cas MINUARAS, Mission des Nations Unies pour les réfugiés au Zaïre. C'est pas possible. Il est décidé que le QG de cette force onusienne sera basé à Goma, à l'endroit où les Français avaient installé le QG de l'opération Turquoise et que la durée de la mission sera de 4 mois. Mais au bout de quelques semaines seulement, Paul Kagame et les dirigeants américains décident de rejeter catégoriquement la constitution d'une force multi-internationale au Zaïre pour la protection des réfugiés au motif qu'il n'y aurait pas de financement disponible et que son efficacité serait somme toute incertaine. C'est pas possible. En réalité, ils faisaient ça pour empêcher à ce que la vérité soit connue de tous et que leur plan puisse être exécuté silencieusement et stratégiquement. Quant à l'armée zaïroise, son état de délabrement n'est plus qu'un secret pour des dirigeants de Washington. Un an plus tôt, dans une note confidentielle datée du 13 août 1993, que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Lakhdar Brahimi, adresse à son patron sur les forces armées zaïroises FAZ en sigle, il affirme que les unités d'élite de l'armée zaïroise sont bien payées, bien équipées. Les autres sont abandonnées, ne sont pas bien payées ni bien occupées, les autres sont abandonnées à elles-mêmes. D'où l'insécurité qui est souvent le fait de ceux-là même qui, en principe, devraient faire respecter l'ordre et protéger les personnes et leurs biens. Corrompus jusqu'à la moelle, les soldats zaïrois déjà mal payés peinent à joindre les deux bouts et acceptent des pots de vin à chaque occasion. Ils sont surtout dépourvus de matériel de défense et de moyens pour assurer la sécurité des camps des réfugiés. Enfin, depuis quand les États-Unis s'ingèrent autant dans les affaires d'une armée d'un pays qui n'est pas sur le sol américain? C'est du vrai n'importe quoi, ça. C'est du vrai n'importe quoi. Ces rapports que, je sais pas moi, un envoyé des États-Unis en train de faire à sa hiérarchie sur le Congo est juste de l'ingérence aux affaires internes de la RDC et ça ne doit pas d'avoir lieu. Parce que les États-Unis n'ont pas pour vocation de venir dénigrer ou décrypter à la loupe ce qui se passe dans une armée d'un pays qui ne se trouve pas sur les continents américains. C'est de l'ingérence tout simplement et vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. Vous comprenez.
Les États-Unis et Paul Kagame sont parfaitement au courant de cette réalité puisque les soldats zaïrois ont, à l'arrivée des réfugiés rwandais sur leur territoire, commencé à dépouiller ces derniers de leurs biens et de leur argent. Le secrétaire d'État américain à la Défense, William Perry, a d'ailleurs l'opportunité d'évoquer cette question avec son homologue français, François Léotard. Dans la lettre du 13 août de 1994 qu'il adresse à ce dernier, M. Perry note que le principal problème est les manques de discipline et de professionnalisme de forces de sécurité zaïroises en particulier et des forces armées du Zaïre, les FAZ. Ces unités ont perturbé les opérations des secours, harcelé les organisations humanitaires et volé les réfugiés. Vous savez, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse de tous les maux. Ça, vous le savez plus que moi. Là, c'est clair que le plan est établi. Déjà, ils refusent de consulter le Conseil de sécurité avant de pouvoir déployer cette mission qui est clandestine en réalité, qui s'appelle mission humanitaire, mais en réalité une mission militaire clandestine qui visait à déstabiliser le Zaïre et à faire tomber Mobutu. Ils ne demandent pas l'autorisation ou le soutien de l'ONU par peur que les autres pays membres de l'ONU qui ne sont pas d'accord avec les plans machiavéliques de Bill Clinton ne viennent découvrir ce qui se passe en réalité dans l'est du Zaïre et peut-être que après avoir découvert qu'ils puissent s'opposer à ces plans-là. Maintenant, ils sont en train de calomnier, de qualifier de tous les mots l'armée zaïroise. Une façon pour eux de préparer le terrain pour dire que comme l'armée zaïroise n'est pas à la hauteur, ne sera pas en mesure de pouvoir faire le travail que nous demandons par rapport à ce qu'ils qualifient de génocidaires, nous-mêmes, nous allons déployer nos forces là-bas pour aller traquer ces génocidaires-là dans leur camp parce que l'armée zaïroise n'est pas capable. C'est faux. C'est faux parce qu'ils ont cherché à salir l'image de l'armée comme ça pour préparer la venue du FPR dans l'est de la RDC. C'est ça. Voilà. Je continue avec la lecture. Et c'est donc pour enjôler le maréchal Mobutu et dissimuler les intentions réelles des Kagame et des États-Unis au Zaïre que les discussions sur les retours volontaires des réfugiés s'éternisent. Vous comprenez maintenant la situation. Il faut rappeler que Mme Susan Rice, proche collaboratrice du président Clinton, affirme que son mémorandum du 6 septembre 1994 adressé à M. Anthony Lake que les ex-phares, les milices Hutus et les militaires zaïrois indisciplinés constituent la principale menace de sécurité à l'est du Zaïre. Peut-on dire, sans incommoder Mme Rice, que ces affirmations sont inexactes? Au moment où elle remet ces mémorandums à la Maison-Blanche, tous les rapports d'état-major étrangers et même des officiers américains reconnaissent qu'il n'y a aucune menace ni des milices ni des ex-phares dans l'est du Zaïre. Par exemple, le général Schroeder, responsable de l'opération américaine Support Hope, a rédigé plusieurs rapports sur la situation. Dans celui du 27 août 1994, il note bien que le gouvernement du Zaïre a informé sans civils et militaires officiels de l'ancien gouvernement rwandais déchu qu'ils doivent retourner au Rwanda, sinon ils seraient réinstallés à l'ouest du Zaïre vers la fin du mois. Mais n'exprime à aucun moment dans ses analyses et ses visites régulières à l'est du Zaïre avoir constaté une quelconque menace des milices Hutus ou des ex-phares contre les régimes Tutsi de Kigali. Madame Rice a-t-elle lu les rapports de cet officier américain qui est sur place pour renseigner les plus hautes hiérarchies des États-Unis? Dans sa vision apocalyptique d'une prétendue menace des génocidaires contre le Rwanda, la collaboratrice du président Clinton souligne qu'il n'y a aucune solution prometteuse à cette situation potentiellement explosive. Susan Rice achève son propos par une conclusion lourde de sens. Face à l'absence d'une solution acceptable, nous ne pourrions nous satisfaire d'une inertie permanente. En quelque sorte, elle est en train d'insinuer que comme les Zaïres n'est pas en mesure de répondre à nos besoins, nous ne pouvons qu'intervenir militairement sur le sol zaïrois avec ou sans l'accord des autorités zaïroises.
Vous comprenez aujourd'hui que cet amalgame n'a pas débuté aujourd'hui. Ça fait 30 ans que le Congo en paye les prix parce que le Congo a accepté de recevoir des réfugiés, pas par sa propre volonté, mais par contrainte, parce que les Occidentaux, à travers l'ONU, avaient demandé. Mais comme Bill Clinton, les parrains de cette magouille, avait un autre plan qui était caché, il a tenu à ce que son plan se réalise jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas trop tard. C'est l'histoire, c'est attaché à nous, mais c'est aussi surtout pour nous éveiller et nous faire prendre nos responsabilités face à l'avenir qui nous attend pour notre pays et nos enfants. En tout cas, il faut que nous puissions nous battre. Aujourd'hui, il n'y a plus que Kagame, il y a d'autres dirigeants africains qui se mettent au service de l'Occident pour déstabiliser d'autres pays africains. Maintenant, il faut que nous, en tant que Congolais, après avoir subi et essuyé toute cette humiliation depuis 30 ans, avec nos 10 millions de morts, nos 500 000 femmes violées et nos enfants, en tout cas, qui ne sont pas... les nombres n'est pas officiellement établi ou les chiffres ne sont pas officiellement établis, que nous puissions nous mettre devant l'évidence de la situation et prendre nos responsabilités pour nous battre pour la sécurité de notre pays, pour l'indépendance réellement dite, proprement dite de notre pays et pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Merci à tous d'avoir suivi cette session de podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos points de vue et surtout à nous suggérer des nouveaux ouvrages à pouvoir partager avec tous les Congolais. De votre côté, partagez ces contenus afin d'éveiller davantage de conscience de Congolais, mais aussi des Africains qui pourraient se retrouver dans les mêmes situations dans les jours à venir. J'espère que cette session vous a plu et je vous remercie tout en vous renouvelant mes vœux pour un mois de juin merveilleux et un mois de paix. Continuez avec nous à méditer sur la sortie de cette crise vu que nous sommes dans le mois de l'indépendance. Merci et à la prochaine.